Je voudrais poser quelques questions critiques. Suis-je pour la cancel culture? Suis-je woke? Suis-je pour la protection du climat Israël et l'Ukraine? Sinon, je suis déjà exclu. Voici le professeur Guéraud. Avec humour et expertise, elle nous montre pourquoi l'avenir de la démocratie nous concerne tous. Si nous n'osons plus faire cela, nous devons nous interroger sur notre niveau de démocratie et de lumière en tant que société, et si nous voulons encore l'être. Elle nous montre pourquoi les voix critiques sont si importantes et comment les médias cherchent souvent à nous rabaisser. Je connais beaucoup de personnes qui ont tout le sentiment qu'il s'est passé quelque chose de fondamental dans les rédactions. Nous sommes dans une situation où la critique a un prix. Il faut pouvoir se permettre d'être critique. J'aurais tendance à supposer que c'est peut-être différent de ce qu'on m'a raconté. La pensée critique implique de suivre une supposition et sa curiosité sans se laisser influencer par les termes sans alternative et complot employés par les autres. Voulons-nous d'Internet, de l'intelligence artificielle, de la relation homme-machine? Voulons-nous la liberté et quelle école? Voulons-nous la guerre? Si cela devait se confirmer, ce serait vraiment très grave. Madame Guéraud, vous avez récemment eu une conversation remarquable avec HKCM et Philippe Hopf. Et là, vous avez réveillé le politologue en moi parce que vous avez parlé de Noam Chomsky, vous avez mentionné la fabrique du consentement. Pendant mes études de sciences politiques, j'ai lu Chomsky, mais à l'époque, je n'ai pas pu saisir toute la portée de ses propos. Et pourriez-vous expliquer brièvement à nos téléspectateurs ce qu'est la fabrique du consentement et comment elle fonctionne aujourd'hui? Oui, alors tout d'abord, bonjour et merci de m'accueillir dans votre émission. En effet, ce clip YouTube avec Monsieur Hopf a atteint presque 1 million d'auditeurs. Et il semble que cela ait vraiment déclenché quelque chose, que les gens commencent à réfléchir à la façon dont fonctionne réellement la communication politique. Je peux simplement montrer le livre concerné à la caméra. J'ai en fait l'original américain de Chomsky, oui, Manufacturing Consent. Et le titre est déjà en soi très révélateur, donc très prometteur. C'est-à-dire qu'un consensus est fabriqué, donc il est créé. Et j'ai donc expliqué très concrètement que nous pensons toujours être des citoyens dans une démocratie, que le matin nous lisons le journal et ensuite nous nous faisons une opinion. Mais nous ne réalisons pas que dans cette fabrique du consensus, nous entrons le matin dans une usine qui a déjà produit l'opinion publique et que nous consommons une opinion publique fabriquée. Ce n'est donc pas que nous lisons la Süddeutsche, le Spiegel ou peut-être même un média alternatif comme les Nachdenkseiten et ensuite la Financial Times que nous comparons et disons «Oh, ça je trouve particulièrement intéressant et ça moins». Mais en réalité, nous recevons essentiellement une opinion préfabriquée. Et cette opinion préfabriquée fonctionne comme une usine. Cela signifie que tout d'abord, on sélectionne ce que nous devons entendre, ce qui doit nous indigner. Et on trie aussi ce que nous ne voyons même pas, n'est-ce pas? Donc il y a ce vieux dicton, ce que je ne sais pas ne peut pas m'énerver. Cela veut dire que la première chose, c'est que certaines personnes, à savoir la rédaction en chef ou peu importe, se mettent d'accord sur les sujets que nous voulons mettre en avant, n'est-ce pas? Soyons très, disons, très précises. Nous avons toutes remarqué ces dernières années qu'il y a certains sujets qui excitent beaucoup le public et qui sont sans cesse racontés. Le coronavirus, l'Ukraine, la guerre, les livraisons d'armes, mais aussi le climat, l'agenda woke, la cancel culture, pour ne citer que quelques sujets qui échauffent particulièrement les esprits en ce moment. Prenons simplement le débat sur le climat. Yimekian. Nous parlons beaucoup du climat, de simulation, du réchauffement de la planète, mais nous parlons très peu de nos sols qui disparaissent, de la qualité de nos sols, de la sécheresse, de la biodiversité, de la disparition des abeilles, de la disparition des insectes, et ainsi de suite, n'est-ce pas? Évidemment, tout cela est lié d'une certaine façon. Nous savons par exemple que ces éoliennes que nous construisons, ces parcs solaires, afin de produire de l'énergie neutre en carbone, ont des effets secondaires, n'est-ce pas? Elles assèchent les sols, elles tuent les oiseaux chanteurs ainsi que les insectes. Mais nous ne relatons qu'un aspect de l'histoire. Donc, concernant le changement climatique, nous affirmons que les hélioparcs sont nécessaires et bénéfiques et qu'ils doivent être mis en place dès maintenant, n'est-ce pas?
C'est ce que j'entends par usine à consensus, c'est-à-dire que on ne prend plus vraiment en compte la pondération, on ne reçoit plus d'arguments de pondération, mais on impose plus ou moins des agendas sans alternative. Nous devons maintenant, pour ainsi dire, faire face au changement climatique. Nous devons maintenant livrer des armes. Même exemple, on ne parle plus ou presque plus de la possibilité d'engager des négociations de paix. Si oui, pourquoi échouent-elles ou ont-elles peut-être échoué? Donc, très concrètement, aussi en ce qui concerne la guerre en Ukraine, usine à consensus. Nous avons eu des négociations en avril 2022. Les négociations de paix étaient très réussies juste avant la signature, mais pratiquement personne n'en a parlé. Donc ici, c'est encore la même chose. Quand nous nous réveillons le matin et croyons que, en tant que citoyennes émancipées et souveraines, nous nous forgeons notre propre opinion sur ce qui se passe dans le monde, en réalité, nous entrons dans l'usine du consensus et nous consommons une opinion déjà créée ou fabriquée, produite comme dans une usine. On peut aussi simplement citer Karl Kraus. Si tu lis le journal, tu sais ce qu'il y a dans le journal, mais pas ce qui se passe dans le monde. Et cela, Noam Chomsky l'a expliqué d'une manière un peu plus scientifique et un peu plus compliquée. La sélection est le principe fondamental. De quoi devrions-nous nous indigner? Qu'est-ce qu'on ne devrait pas savoir? L'explosion du pipeline Nord Stream est un exemple d'omission et de sélection d'informations, car on ne sait pas avec certitude qui en est vraiment responsable. Et la deuxième chose que Noam Chomsky met vraiment en avant, c'est la répétition. La répétition, la répétition, la répétition. Nous savons, grâce à toutes les études neurologiques, qu'un mensonge répété 3 fois commence à être cru. C'est un peu comme Pierre et le loup. Si on parle trop souvent du loup, tout le monde finit par en avoir peur, même s'il n'est pas encore passé par le village. Et si on examine cela de manière empirique, on pourrait trouver plusieurs exemples dans les débats actuels pour dire que la fabrique du consensus, selon Noam Chomsky, fonctionne aujourd'hui particulièrement bien, je dirais. Nous avons aussi Internet. Internet peut particulièrement bien assurer la fonction de sélection et de tri. Et bien sûr, il faut aussi dire qu'il y a une disparition des journaux en Allemagne et dans toute l'Europe. Cela veut dire que là où nous avions autrefois 10 journaux régionaux et des journaux urbains indépendants comme les Kölner Nachrichten ou d'autres, aujourd'hui il y a le groupe de médias Funke. Le groupe de médias Funk rédige des articles pour 5, 6, 7, 10 journaux qui ne sont plus que des diffuseurs. Cela signifie que le contenu des journaux est presque identique, réduisant ainsi la diversité de la presse. Et c'est aussi pour cette raison qu'on nous retire en fait la fonction de réflexion, parce qu'en réalité, on ne lit plus que la même chose partout. Et pour une démocratie, pour conclure, c'est en fait déjà le dernier clou dans le cercueil. Dans mon entourage, Madame Guéraud, je connais beaucoup de journalistes, consciencieux, honnêtes, travailleurs acharnés, et tous ont en commun qu'ils sont à la recherche de la vérité. Et ils sont également formés à la recherche de la vérité, et pourtant, il y a certains sujets que vous venez d'évoquer. Corona, armement, Proche-Orient, Russie. Il semble qu'une seule opinion soit autorisée. Pensez-vous que les journalistes ne peuvent être critiques que sur certains sujets marginaux? Un journaliste présent ici ne nierait jamais son droit de faire des reportages critiques. Cela ne s'applique-t-il qu'aux sujets marginaux ou est-ce simplement qu'il n'a pas le droit d'aller à l'encontre du récit dominant? Eh bien, je suis un peu plus âgée que vous et je peux dire que pendant 20 ou 30 ans, j'ai parcouru le paysage médiatique allemand avec curiosité et énergie. J'ai été fréquemment invitée chez Anne Will, Maybrit Illner, à Deutschlandfunk, etc. Je connais aussi beaucoup de journalistes de Die Zeit, de Deutschlandfunk, du Spiegel. Et je peux seulement dire, d'après mon observation de la vie au cours des 20, 30 dernières années, il y a beaucoup de choses que l'on sait cognitivement, mais d'autres que l'on a comprises parce qu'on les a vécues, n'est-ce pas? Mon expérience va à l'encontre de ce que vous avez dit. La question reste donc de savoir si cela peut être étayé empiriquement. Prenons l'exemple du coronavirus. Je connais beaucoup de personnes, dont certains journalistes, au moins une poignée, qui travaillaient à Deutschlandfunk ou encore à Zweites Deutsche Fernsehen, au Morgen Magazin ou dans d'autres rédactions, et qui, pendant la période du coronavirus, étaient complètement choqués de voir tout ce qu'on n'avait plus le droit de dire. Et certaines d'entre elles en ont tiré des conséquences. Elles ont, peu importe, demandé à être transférées au comité d'entreprise ou ont pris un congé sabbatique pour faire le tour du monde, juste pour faire une pause d'1 an, parce qu'elles ne supportaient plus de rester dans leur rédaction. Et quand on parle avec ces journalistes, ils disent tous très clairement que ce n'est plus comme avant.
Oui, en fait, nous ne pouvons vraiment plus discuter de manière critique, conflictuelle et controversée. On peut aussi revenir à la fabrique du consensus avec quelques exemples concrets. Comme je l'ai dit, j'ai aussi une autre amie à Deutschlandfunk, oui, qui est également responsable des invités qui sont interviewés là-bas. Et récemment, Moshe Zuckerman, donc un juif, était à Deutschlandfunk pour une interview sur Gaza pour savoir si c'est un génocide et pour donner sa position sur Israël. Et après cela, il y a eu énormément de courriers d'auditeurs demandant comment on pouvait permettre à Moshe Zuckerman de venir à Deutschlandfunk parce qu'il est, disons, très libéral pour un juif ou même un Israélien. Ouais, et il a effectivement exposé le point de vue palestinien. Alors maintenant, la question est, que se passe-t-il dans les médias où les auditeurs, manifestement, je rappelle le mot-clé usine à consensus, sont déjà habitués à ne pas sortir du couloir de ce qu'ils entendent habituellement? Nous devons livrer des armes à l'Ukraine. Le changement climatique doit être résolu dès demain. Gaza n'est pas un génocide. Les Israéliens ont un droit à l'autodétermination, ou peu importe quelles sont les lignes directrices du débat. Et si l'on s'écarte ne serait-ce que de 3 centimètres, par exemple, si l'on dit attendez, l'antisémitisme n'est pas l'antisionisme, faisons la distinction, alors les auditeurs réagissent déjà de façon émotive et demandent comment pouvez-vous permettre qu'une telle opinion soit exprimée? Cela veut dire qu'aujourd'hui, je pense que nous avons des correctifs à deux niveaux. D'un côté, il y a ce que les auditeurs acceptent encore, et de l'autre, ce qu'ils rejettent immédiatement comme étant un complot. Nous refusons de nous confronter à cela et même d'en entendre parler, car cela nous obligerait à y réfléchir. C'est un phénomène intéressant. Et l'autre chose, c'est que nous avons des journalistes qui, peut-être pour cette raison, ne se rendent même plus compte à quel point l'opinion est homogénéisée. Parce qu'en amont, je le répète, la fabrique du consensus, elle a déjà été homogénéisée, de sorte que ce qui dérange, ce qui est différent, a déjà été filtré à l'avance. Et c'est pourquoi les journalistes qui, comme vous le dites, cherchent tous la vérité, travaillent dur et lisent tout ce qu'ils peuvent pendant 14 heures, ne se rendent même plus compte à quel point les espaces de discours ou les cadres sont déjà restreints, parce que, comme je l'ai dit, tout a déjà été filtré en amont. Je le vois sur les deux niveaux. Donc, d'une part, le niveau des auditeurs. Je peux encore donner un exemple pour montrer à quel point nous avons déjà chuté, si je puis m'exprimer ainsi. Alors, j'ai un ami polonais, il était récemment sur Deutschlandfunk pour un sujet européen. À un moment donné, la discussion a aussi porté sur cette guerre entre l'Ukraine et la Russie, et il avait plutôt une position qui, disons, voyait d'un œil critique la livraison d'armes. Et puis, il y a eu à nouveau beaucoup de réactions d'auditeurs, et l'une d'elles disait que j'avais tweeté un texte de ce Polonais en 2016 et que pour cette raison, on ne devrait pas l'inviter. Il est crucial de comprendre la signification de cela. Dans une interview accordée à Deutschlandfunk, le Polonais X suggère de reconsidérer la livraison d'armes. Et puis, un auditeur mentionne que moi, donc le polonais, dans mon ami polonais, n'a rien à voir avec ça, mais que j'aurais tweeté un texte de lui il y a 8 ans, et donc il serait déjà coupable par association, et ce serait un argument pour ne plus l'écouter sur Deutschlandfunk. Si l'on prend une seconde pour savourer ce qui se passe là, et ce qui semble déjà être la normalité dans les salles de rédaction, alors il faudrait se tirer les cheveux devant l'état de notre liberté d'expression et de notre démocratie. Et en ce sens, je ne serais pas d'accord avec vous. Et je connais beaucoup de personnes de ma génération, disons vers la fin de la cinquantaine, quoi, 60 ans et plus, qui ont toutes le sentiment qu'il s'est passé quelque chose de fondamental dans les rédactions, que les discussions critiques sont filtrées à l'avance, qu'on ne peut même plus les présenter aux auditeurs parce qu'ils ne les accepteraient plus. J'ai donné quelques exemples à ce sujet. Chaque média doit se vendre. Même die Zeit, la Frankfurter Allgemeine Zeitung et der Spiegel dépendent des revenus des ventes et de la publicité. Cela signifie que s'il y a trop de critiques de la part des auditeurs et des lecteurs, cela ne fonctionne plus. Et cela expliquerait que nous ayons maintenant un tel déséquilibre dans cette discussion. Vous avez de nombreux amis journalistes honnêtes qui cherchent la vérité. Et je vous affirme qu'il s'est effectivement passé quelque chose. Et nous devrions parler de ce qui s'est réellement passé. Était-ce la numérisation, le passage à Internet, les algorithmes? Peu importe. Il existe de nombreuses explications, mais je pense que la vérité n'est pas là. La réalité, c'est que nous pouvons identifier différents facteurs, que les choses ont beaucoup changé
et que nous n'entendons plus les arguments critiques dans les médias dominants. Ben, il y a maintenant des voix qui disent que les médias alternatifs, et j'appellerais tout média qui n'est pas établi un média alternatif, y compris cette chaîne, prétendent que dans ces médias alternatifs, nous formons aussi un certain récit qui va en quelque sorte à l'encontre des médias établis. Autrement dit, nous créons encore plus de fossés et nous créons un déséquilibre encore plus grand. Comment sortir de l'impasse lorsque chaque camp s'oppose à l'autre? Eh bien, tout d'abord, il faut dire très simplement qu'une vérité n'a pas besoin de majorité, d'accord? Donc, une voix qui dit quelque chose que personne d'autre ne dit peut quand même avoir raison. Là, ce que je veux dire par là, c'est que Galilée, par exemple, la Terre tourne bel et bien contre toute l'Église catholique, qui a mis encore 300 ans à suivre Galilée, est un bon exemple du fait que de petits médias, qui n'ont peut-être pas beaucoup de lecteurs ni beaucoup de rédacteurs, peuvent quand même avoir raison. Et c'est pourquoi, en quelque sorte, un pouvoir médiatique de grands journaux, de grandes maisons d'édition, une grande monotonie, comme nous l'avons déjà vu dans l'usine du consensus, cela suggère bien sûr que c'est la majorité qui pense ainsi et donc ils doivent avoir raison parce qu'ils sont si nombreux et si puissants. Non, c'est comme David contre Goliath ou Galilée contre l'Église catholique. Au contraire, on peut plutôt dire, si l'on regarde simplement l'histoire, que la majorité n'a généralement pas raison. Je ne veux pas faire de comparaisons inappropriées, mais prenons simplement des périodes politiques comme le national-socialisme, où des sociétés basculent et où tout à coup une majorité de médecins soutient une théorie raciale qui s'avère ensuite fausse, n'est-ce pas? Donc là aussi, la majorité n'avait pas raison et pourtant, pendant de nombreuses années, on racontait que la théorie raciale était formidable. Monsieur Mangel a fait ses expériences, tout cela a été publié dans les journaux, tout le monde l'a lu et personne n'a dit non, attendez, ce n'est pas vrai. Et puis il resterait la question de savoir ce qui se passait quand quelqu'un disait attendez, ce n'est pas vrai. Oui, voilà. Et je pense que cela s'applique en fait à toutes les époques historiques, comme Granosalis. Oui, on peut aussi évoquer l'ère McCarthy aux États-Unis, dans les années 1950, où une telle peur des fausses informations a été créée que, dans le métro de New York, les gens pensèrent de façon hystérique que s'ils sortèrent du métro, les Russes seraient là. Certes, il faudrait expliquer comment des chars russes traverseraient l'Atlantique. Effectivement, de telles histoires racontées ainsi peuvent devenir très puissantes à un certain point. Alors, comment pouvons-nous sortir de cette situation où, en ce moment, nous avons un paysage médiatique composé de grands médias dominants et de petits médias alternatifs, les premiers étant essentiellement financés par des maisons d'édition, donc par des revenus, etc., avec des rédactions fixes, et les seconds par des dons? Alors que certains sont aussi financés par des subventions de fondations et d'organisations non gouvernementales, ce qu'on a vu très fortement, par exemple lors du débat sur le Covid, où par exemple la fondation Bill Gates a en fait subventionné Der Spiegel. Donc, en principe, c'est un modèle économique assez étrange que des journaux indépendants, qui se considèrent aussi comme tels, reçoivent des fonds inhabituels, alors que nous avons un paysage médiatique alternatif qui est essentiellement financé par des contributions volontaires. C'est une grande différence, notamment en termes d'efficacité. C'est d'abord pour clarifier de quoi nous parlons ici. Je suis aussi d'accord avec vous sur le fait que la polarisation, elle est malheureuse parce qu'elle nous divise de plus en plus et nous donne l'impression que tout ce qui vient, disons, d'Hippolyte, Manova, Nachdenkseiten, peu importe comment s'appellent ces formats, ce sont forcément des théories du complot. Oui, mais si on l'analyse différemment, alors Habermas fait autorité dans ce pays. Et nous étions très heureux d'avoir ce grand philosophe qui nous a expliqué la théorie de la communication dans son ouvrage Facticité et validité dans les années 70 dans toutes les universités de sciences sociales. Et quel était l'un des arguments importants parmi tant d'autres de la théorie de l'agir communicationnel? Que c'est l'argument qui compte et non le locuteur. Le discours sans domination, le soi-disant discours sans domination, qui a en fait été pendant des années la raison d'État de cette République fédérale, dit en réalité que c'est toujours l'argument qui compte et que l'argument doit être réfuté. Alors, si nous prenons cela maintenant, puisque nous nous référons à Habermas, alors bien sûr, Habermas est, je vais le dire un peu familièrement, par exemple la traduction de tel proverbe, la vérité sort de la bouche des enfants.
Tout le monde sait qu'un enfant dit parfois quelque chose et puis l'enfant révèle quelque chose parce qu'il ne sait pas encore que c'est un langage d'adulte et que c'est d'une certaine manière codé. Oui, alors regardons cela. Ce qui compte, c'est l'argument et non la personne qui parle. En novembre, avant l'élection de 2020, le président de l'époque, Donald Trump, a déclaré dans la roseraie, en pleine pandémie de Covid-19, n'ayez pas peur du virus. Ensuite, tous ont dit, comment peut-il dire n'ayez pas peur, le virus est si dangereux, etc. Mais n'ayez pas peur vient en fait de l'Évangile selon Matthieu chapitre 22. Alors, imaginons un instant que le pape ait dit à propos du coronavirus, n'ayez pas peur. Croyez en Dieu, soyez ce que le pape voudrait communiquer. Alors on aurait pu dire, oh, le pape cite l'Évangile selon Matthieu, et nous aurions probablement trouvé cela bien, que ce mot sorte de sa bouche. Mais la parole de l'Évangile selon Matthieu, que nous aurions pu et dû prendre tout aussi au sérieux si l'argument compte et non l'orateur, ne devait pas venir de la bouche de Trump. Cela veut dire que si nous avons une rupture entre l'orateur et la parole, alors nous avons en quelque sorte un réflexe qui dit ⁇ je ne te crois pas ⁇ Et c'est justement là le problème avec ces soi-disant médias alternatifs, parce qu'ils sont tellement mal vus, si on les connaît même, qu'ils sont relégués dans le coin des complotistes. On peut facilement dire ⁇ regarde où c'est écrit, je ne suis pas obligé d'y croire ⁇ Je ne suis pas non plus obligé de croire Donald Trump quand il cite l'Évangile selon Matthieu. Et maintenant, par exemple, lors du sabotage du gazoduc Nord Stream, nous avons eu la situation très concrète où tous les grands médias disaient ⁇ non, non, ce ne sont certainement pas les États-Unis ⁇ Mais le réflexe dans les milieux critiques et les médias alternatifs a été de dire ⁇ ça pourrait être les États-Unis, parce que ce sont les seuls qui en ont la capacité technique, etc. ⁇ Nous sommes maintenant un an plus tard. Ce même jour, Radek Sikorski, ex-ministre polonais des Affaires étrangères, a également tweeté à ce sujet. Il y avait écrit dessus « Merci États-Unis d'Amérique ». Et si l'on connaît Radek Sikorski, qui est tout de même le mari d'Anne Applebaum, une journaliste américaine qui a remporté le prix Pulitzer, on pourrait alors se demander pourquoi Radek Sikorski a-t-il tweeté cela? Merci États-Unis d'Amérique, il n'a pas pris cette décision à la légère, sur un coup de tête. Il a supprimé le tweet par la suite, mais c'était déjà très révélateur. Donc, au lieu que le Spiegel, qui était autrefois un journal d'investigation, ou le Stern disent « Oh, super, nous avons quelques indices, et même des indices sérieux, à savoir le ministre polonais des Affaires étrangères, qui tweet quelque chose comme ça, et nous allons enquêter là-dessus. » Est-ce que cela pourrait aller à l'encontre de notre compréhension intuitive que notre meilleur allié fasse exploser notre infrastructure critique? Est-ce que c'est possible? Comme une brigade criminelle, nous enquêtons dans toutes les directions. Au lieu de cela, soit on a bloqué, soit on a balayé le sujet sous le tapis, et quand on en a parlé, on l'a minimisé, n'est-ce pas? Voilà, et dans cette situation, ils ont maintenant le problème que les médias alternatifs font exactement cela, c'est-à-dire qu'ils mènent cette enquête et suivent cette piste, pour ainsi dire. Et quand ils écrivent tout cela, alors l'argument arrive. Je ne te crois pas. Pourquoi? Parce que tu es un mauvais média. Et avec ça, on peut balayer tous les arguments sérieux de la table, parce qu'il suffit simplement de dire tu es un mauvais média. Et si je peux ajouter encore une phrase, j'étais justement le 1er septembre à Munich lors de cette manifestation pour la paix où j'ai prononcé ce grand discours. Et après, une femme est venue me voir, elle m'a parlé des écoles bavaroises, elle est très active dans les conseils municipaux bavarois. Moi, ce qu'elle m'a raconté, je le transmets tel quel. Je n'ai aucune raison de ne pas faire confiance à ces personnes, car elles en font l'expérience. Elles relatent leur vécu dans leur milieu de vie quotidien. Et en Bavière, nous savons par exemple que maintenant les écoles doivent aussi être préparées à la guerre, n'est-ce pas? En période de préparation à la guerre, les citoyens critiques ne sont pas nécessaires car nous devons devenir prêts au combat. Cela signifie qu'il ne faut rien remettre en question car ce serait trop compliqué, n'est-ce pas? Et cette femme a raconté que dans les écoles, les enseignants sont encouragés à dire aux enfants quels médias ils doivent utiliser et lesquels ils ne doivent pas utiliser. Cela veut dire que les bons journaux sont alors la Süddeutsche, la FAZ, le Spiegel. Et il est également écrit que si vous avez des questions pour savoir s'il s'agit vraiment de faits et si les choses sont correctes, alors vous devez aller voir le corrective ou le vérificateur de faits de l'ARD et ainsi de suite. Et cela est ensuite écrit au tableau.
Et puis les élèves de 6, 7, 10, 12, 15 ans recopient cela et on leur raconte les choses ainsi. Tu ne crois qu'à ce qui est écrit là et pas à ce qui est écrit ailleurs. Si ce que raconte cette femme est vrai, alors c'est la fin de la pédagogie critique. Parce que ce que serait la pédagogie critique, ce serait de laisser les enfants, les élèves, tout lire et ensuite de leur demander qu'est-ce que vous trouvez plausible? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui représente pour vous une certaine réalité? Alors, quel est votre rapport au texte? Comment interprétez-vous le texte? C'est-à-dire, si on dit déjà aux enfants à l'avance, ce n'est pas seulement ça que vous devez lire, mais c'est là que se trouve la vérité. Et qu'on écrit au tableau que tout le reste, en quelque sorte, n'est plus entendu, alors on n'est plus avec Rosa Luxembourg ni avec Voltaire. Tu as le droit de dire ce que tu veux, même si je suis totalement contre ce que tu dis. Et je trouve que pour la République fédérale d'Allemagne, ce serait, comme je l'ai dit, c'est ce que cette femme rapporte, si cela devait être vrai, et si c'est aussi vrai que les enseignants qui ne le font pas, ce qu'on peut vérifier, car on sait toujours ce que font les enseignants, les élèves le racontent à leurs parents, etc. Que les enseignants qui ne le font pas, donc qui ne disent pas voici les fact-checkers et ainsi de suite, qu'ils reçoivent un avertissement, c'est-à-dire qu'ils reçoivent des lettres de menace s'ils n'instruisent pas leurs élèves de cette manière. Alors nous devrions tous être profondément inquiets de la façon dont nous allons faire de nos jeunes générations des citoyens critiques, réfléchis, émancipés et souverains. Le cas que vous venez de décrire s'est produit en Bavière, car moi-même, j'ai enseigné pendant 7 ans dans des écoles berlinoises, dans des lycées, la politique et l'économie. Et cela porte aussi un peu atteinte à l'éthique du métier d'enseignant quand on se voit imposer de l'extérieur ce qu'on doit enseigner, ce qu'on ne doit pas, ce qu'on doit omettre, etc. Et je ne peux donc pas dire cela pour mes classes de terminale, car en fait, nous avons toujours eu un discours très critique et nous avons aussi éduqué les élèves à poser des questions critiques. Mais cela a peut-être aussi été très spécifique à notre école. Il faudrait sûrement demander à la collègue en Bavière. Peut-être que les collègues en Bavière sont un peu plus stricts, mais si c'est le cas, c'est en tout cas un signe vraiment, vraiment alarmant. Je ne voudrais pas généraliser. J'ai bien précisé que je n'ai entendu cela que d'une femme qui, apparemment, l'a vécu elle-même. Et si c'est vrai, et c'est pour ça qu'on en parle, c'est toujours pareil, il faut prévenir dès le début. Je ne voulais pas généraliser, je souhaitais simplement raconter. J'ai dit à plusieurs reprises que si cela s'avérait vrai, ce serait vraiment très grave. Et en ce sens, c'est peut-être une bonne suggestion de réfléchir à cela parce que nous nous sommes arrêtés sur Habermas, le discours sans domination, et sur le fait que nous séparons le locuteur de l'argument. Nous ne faisons plus cette séparation. Nous ne regardons plus que la fonction du locuteur et non plus l'argument. Si cela vient du correctif, c'est génial, ils nous disent la vérité. Et si cela ne vient pas du correctif ou du vérificateur de faits, mais des Nachdenkseiten, alors c'est confus et faux. Et si en plus nous avons un environnement où, c'est vrai, beaucoup de ces médias sont effectivement mentionnés dans le rapport de la protection de la Constitution comme des médias problématiques, alors qu'il n'y a aucune raison à cela. Il n'y a aucune raison de mentionner les Nachdenkseiten comme un média problématique. Et c'est là que le problème commence vraiment. Comme c'est écrit dans le rapport de l'Office de protection de la Constitution, on a un argument pour dire oh, mais il est écrit là que c'est un mauvais média. Et ainsi, on se soustrait à l'obligation de parler non pas du média, mais du contenu qui se trouve sur les Nachdenkseiten. C'est là le problème fatal dans lequel nous glissons. Nous ne regardons donc plus que la surface d'où provient l'argument. Et ensuite, on peut éliminer si la surface est mauvaise. Et d'un autre côté, on croit, je ne sais pas, au Spiegel par exemple, qui pendant le Covid, je ne veux pas dire qu'il a menti et exagéré, mais il a publié des interviews de Lauterbach disant nous verrons en Afrique des situations comme jamais auparavant. Il y avait donc des couvertures et des articles dans le Spiegel par Relotius. Alors, regardons un peu notre presse de qualité. Oui, cette affaire Relotius, ou une histoire, c'était sur quel pays déjà? Ouais, donc une histoire soi-disant d'investigation complètement inventée, a pu être publiée 4 fois en 4 épisodes. Super truc, elle a même reçu un prix de journalisme. Et à la fin, on s'est rendu compte qu'elle était totalement inventée. Oui, mais comme c'était dans le Spiegel, tout le monde l'a cru. Oui,
Imaginez un instant si elle avait été publiée sur les Nachdenkseiten. Cela aurait probablement été l'occasion de fermer les Nachdenkseiten en avançant l'argument que ce n'est pas un journal sérieux. Rien n'est arrivé au Spiegel, plus personne n'en parle. Il est crucial de le comprendre. En effet. Ma partenaire est journaliste à la Deutsche Presse-Agentur et il y a 2 ans, j'ai un très très bon exemple à ce sujet. Il y a 2 ans, elle est partie à Dubaï et on recommande généralement toujours aux journalistes de sortir, de chercher des expériences réelles, de parler avec les gens sur place. Et elle a ensuite publié un post sur Dubaï, sur LinkedIn. Elle a près de 40 000 abonnés sur LinkedIn et le post sur Dubaï était en faveur de Dubaï, c'est-à-dire nous les Allemands, je cite à peu près, vivons dans une république bananière. Les Asiatiques nous dépassent à gauche et à droite. Nous devrions nous réveiller, ne pas discuter d'une semaine de 3 jours, mais aussi regarder ce que les autres pays font de bien. Et elle l'a formulé dans tout ce langage LinkedIn, tout était politiquement correct, elle l'a publié et 2 heures plus tard, cette fameuse majorité radicalisée que vous venez de décrire a déclenché un shitstorm terrible. On exige toujours des journalistes de faire preuve d'une attitude intérieure, souveraine et généreuse, avec une vision plus large. Mais nous-mêmes, sommes aussi assez impitoyables envers les journalistes dès qu'ils expriment une opinion qui ne correspond pas forcément à la nôtre. Et j'ai pu le constater de très près, comment une personne qui est curieuse, qui veut aussi avoir une vision plus large, qui veut parfois être critique, a été démolie. Et elle était sur le point de faire une crise de panique. Et je trouve qu'on exige toujours énormément, mais si l'opinion de quelqu'un ne correspond pas à la nôtre, on devient tellement extrême et radical qu'on est prêt à massacrer cette personne. Je peux seulement dire que si vous avez compté comme moi, il y en a probablement encore plus que ce que j'ai compté, mais il a fallu endurer 187 articles haineux à mon sujet, la professeure controversée. Maintenant, j'ai même été promue. Oui, je ne suis plus controversée, je suis politiquement au comportement suspect. Tout le monde peut le voir, donc toute personne qui regarde ça maintenant peut voir que j'ai un comportement politiquement suspect. Ce sont des cadrages qui sont vraiment abjects et je peux assurer à tous ceux qui écoutent ici que ce n'est pas une promenade de santé. Il m'a fallu beaucoup de temps, mentalement et psychologiquement, pour y arriver, mais maintenant j'en suis capable. Je suis maintenant détendue et regarde calmement l'affaire Guéraud avec du recul en me demandant de quoi il s'agit réellement. Je veux l'expliquer clairement. J'ai maintenant compris que l'affaire Guéraud n'est qu'un phénomène d'une société qui doit s'exciter sur quelque chose, à savoir, en cas de doute, sur la question de savoir combien de vérité cette société veut encore tolérer, n'est-ce pas? Ou du moins de justice, n'est-ce pas? Peu importe. Imaginez un ballon flottant dans l'air avec l'inscription L'affaire Guéraud. Tout le monde me regarde et me pointe du doigt en disant Madame Guéraud, comme c'est grave. Mais moi, je suis déjà sortie de ce ballon depuis longtemps et je me suis mise en sécurité émotionnellement. Mais en regardant ce ballon, je me demande ce qui se passe là-bas. Qu'est-ce que c'est que cette société qui ressent le besoin, depuis le confort de son canapé devant Internet, de traquer une femme comme un sniper? Ici, nous sommes contre la discrimination et tout ce qui s'y rapporte. Les femmes doivent être protégées. Et normalement, d'un point de vue anthropologique, c'est le sexe féminin qui doit plutôt être protégé. Pour moi, il ne s'agissait que d'hommes, dont les noms sont mentionnés dans le livre L'affaire Guéraud, Marcus Linden de l'Université de Trèves, Amina Seyi, Patrick Barnas, ceux qui étaient des snipers dans cette histoire. Je ne sais pas comment c'était pour votre partenaire. Que se passe-t-il dans une société qui ressent le besoin de traquer publiquement une femme? D'un point de vue anthropologique, c'est une question fascinante. Et le fait que nous mettions cela en scène, votre partenaire n'est qu'un exemple, LinkedIn, que nous orchestrions cela aujourd'hui, c'est en fait comme le pain et les jeux dans la Rome antique. Oui, donc quelqu'un est jeté là-bas, pour ainsi dire, et nous nous réjouissons que les lions s'acharnent sur cette personne. Je pense que nous devrions, en tant que société, réfléchir à cela parce que, avec un espace de discours civilisé où l'on ne se contente pas de laisser l'autre finir, mais où l'on essaie d'abord de comprendre, comme avec Gardner, qui était l'autre grand philosophe des années 60, on dit d'abord qu'une discussion démocratique n'en est une que si nous partons du principe que l'autre peut avoir raison, et ce, à 100%. Et que nous adoptions d'abord son point de vue et que nous nous mettions à sa place. Une femme à Dubaï trouve la ville actuellement étincelante et belle. J'ai aussi souvent été à Dubaï en route pour l'Inde. J'ai aussi déjà vu la burqa intégrale à l'aéroport de Dubaï.
D'abord, on regarde un peu intrigué avant de voir les escarpins Gucci qui dépassent sous ce voile. Et puis, on remarque des ongles super bien vernis en rouge et quelques bagues, ainsi que des montres Piaget et tout ça. Et là, on se dit, attends une seconde, ce voile, c'est peut-être intéressant et je me fais peut-être une fausse idée de ce qui se passe sous ce voile. Ou bien, si vous avez déjà vu une femme en burqa intégrale à l'aéroport de Dubaï qui porte un petit sac avec de la lingerie fine de luxe, alors tout de suite, vous vous dites que ce genre de choses, on n'en parle pas dans les journaux. En ce sens, je comprends que votre partenaire ait très envie de partager d'abord ses observations et de dire je suis là, je vis quelque chose, je le publie. Et que d'autres personnes qui n'ont peut-être jamais été à Dubaï s'en prennent à elle, comme on s'en est pris à moi ou à votre partenaire, ça en fait, ce n'est plus vraiment explicable. Donc, de ce point de vue-là, je suis détendue. Je vais bientôt sortir un nouveau petit livre sur la démocratie. Mais lorsqu'on qualifie systématiquement l'Occident de vertueux et les autres pays comme la Russie, l'Iran et la Chine de méchantes dictatures, cela pose problème. Et quand on demande aux gens, c'est quand la dernière fois que tu es allé en Russie? Ou bien est-ce que tu y es déjà allé? Ou c'est quand la dernière fois que tu es allé en Chine? Ou est-ce que tu y es déjà allé? Donc en fait, de quoi parles-tu vraiment à part de ce que tu lis dans le journal et que bêtement tu crois aussi, n'est-ce pas? Alors, comme Goethe l'a déjà dit, les voyages forment la jeunesse. Va donc voir par toi-même, va en Iran, va en Chine, va en Russie, et pas seulement une fois pour 2 jours, mais si possible un peu plus longtemps. La plupart des gens que je connais personnellement, qui vont souvent en Chine, en Russie et surtout aussi en Iran, reviennent avec une image de ces pays qui ne correspond pas à ce que nous racontons sur ces pays dans nos journaux. Ne correspond pas. Donc merci pour cet exemple. Cela montrerait qu'il serait bon que nous prenions l'habitude d'arrêter de nous jeter les uns sur les autres sans avoir nous-mêmes examiné la question, car ce n'est pas un bon exercice civilisationnel. Parmi les 167 interviews qui ont été publiées à mon sujet dans la presse, ce sont vraiment les meilleures qui se trouvent dans ce qu'on appelle notre presse de qualité, par exemple dans Die Zeit. Je peux donner un exemple, mais je ne sais plus si c'était sur T-Online. Donc, 2 jeunes journalistes discutent à mon sujet en se demandant pourquoi je suis si terrible. Normalement, les journalistes devraient m'appeler d'abord. Madame Guéraud, puis-je vous parler brièvement? J'aimerais bien, racontez-moi donc. Personne ne m'a appelé. Alors, 2 journalistes ou un jeune journaliste discute avec un jeune politologue de cette terrible Ulrike Guérot. Et puis, il y a par exemple une phrase comme oui, alors Madame Guérot ne parle pas ukrainien et n'a donc pas le droit de s'exprimer sur la guerre en Ukraine. On se dit alors que c'est merveilleux, car l'ukrainien de Madame Strack-Zimmermann et de Monsieur Kisvetter est sûrement courant. Ce sont des arguments tellement absurdes que je ne peux que redire. Transmettez mes salutations à votre partenaire. Elle devrait poster plus souvent sur sa localisation. Alors si nous n'osons même plus transmettre simplement notre expérience et que pour cela nous sommes littéralement couverts d'insultes parce que d'autres personnes ne veulent plus laisser entrer de nouvelles expériences dans leur réalité, alors il faudrait vraiment que, en tant que société, nous nous demandions à quel point nous sommes encore démocratiques, éclairés et civilisés, ou si nous voulons encore l'être. Il est important de garder un esprit critique, surtout lorsqu'on dépend fortement des revenus publicitaires, Madame Guéraud. Je veux dire, un Marc Friedrich ou un Ossenhopf peuvent bien sûr lancer constamment des slogans parce qu'ils ont sûrement des dizaines de bitcoins quelque part, ils ont certainement plusieurs lingots d'or cachés quelque part. Et selon vous, comment la dépendance financière influence-t-elle le journalisme? Alors, je n'ai aucun problème à dire que je ne suis pas journaliste, mais que j'ai été licenciée et, à mon avis, cela sera décidé par un tribunal. Je suis actuellement en procédure de contestation de licenciement en 2e instance, donc j'attends une audience de mon affaire devant le tribunal du travail de Cologne, probablement au printemps 2025. Mais j'ai des preuves solides, disons, que je n'ai pas été licenciée pour un soi-disant plagiat, mais à cause de 2 livres critiques que j'ai écrits en 2022. L'un s'intitule Qui se tait consent et l'autre Fin de partie pour l'Europe. L'un publié en mars et l'autre en octobre 2022. Et donc, il ne s'agit pas seulement de journalistes, mais aussi de scientifiques critiques.
Il s'agit aussi de personnes critiques, comme des collaborateurs des caisses d'assurance maladie pendant la crise du Covid. Nous nous souvenons de ce directeur de la caisse d'assurance maladie, Betriebskrankenkasse Andreas Schöfbeck ou quelque chose comme ça, qui avait publié des données sur les effets secondaires des vaccins ou voulait qu'elles soient discutées, et qui a aussi perdu son emploi, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Cela veut dire que nous sommes dans un environnement où, malheureusement, cela ne concerne pas seulement les journalistes, mais apparemment aussi les scientifiques, apparemment aussi les employés, disons, d'organismes publics ou semi-publics. Une caisse d'assurance maladie fait partie du système de santé publique, bien qu'elle ne soit pas une autorité publique. Des fonctionnaires, comme Cohn du ministère de l'Intérieur, ont également fait l'objet de procédures disciplinaires pour s'être opposés à des documents alarmistes au début de la crise du Covid. Nous sommes manifestement dans une situation où la critique a un prix. Malheureusement, trop peu d'Allemands en sont conscients. Et bien sûr, c'est aussi le meilleur argument. Il faut pouvoir se permettre d'être critique, c'est une chose. Mais on entend aussi souvent: «Oh, tu peux tout dire dans ce pays, tu peux tout dire». Oui, je peux encore tout dire. Je n'ai pas encore été mise contre un mur et fusillée comme peut-être à d'autres époques et sous d'autres régimes. Mais tout de même, en tant que femme de presque 60 ans, du jour au lendemain, j'ai perdu mon salaire et mes revenus. Il faut bien se rendre compte que, comme professeur, je gagnais aussi quelques milliers d'euros par mois. Et pour celles et ceux qui voudraient faire l'expérience de ce que ça fait de ne plus avoir de salaire d'un mois à l'autre et de voir comment on s'en sort, c'est une expérience intéressante. Donc, comme la plupart des gens, comme vous le dites, ne veulent pas faire cette expérience parce que beaucoup de personnes ont aussi des enfants, peu importe. Donc, ils ne sont pas seuls et ne peuvent pas assumer cela uniquement pour eux-mêmes, mais ont aussi, par exemple, la responsabilité d'enfants. C'est justement pour cela que ça fonctionne. Et c'est pourquoi, en parlant des journalistes, nous avions un service public audiovisuel qui, financé par la redevance, devait justement permettre aux journalistes d'être critiques et de devoir l'être dans le cadre de leur mission d'État, c'est-à-dire en tant que quatrième pouvoir, de remettre en question le gouvernement de façon critique sans pour autant perdre leur emploi s'ils le font. Mais c'était justement l'idée de l'audiovisuel public parce que d'autres formats comme Sat.1 ou autres sont bien sûr des médias libres, mais ne sont pas forcément des formats médiatiques critiques. Donc là-bas, on s'attend peut-être au téléachat, mais pas forcément à un reportage critique sur quoi que ce soit, par exemple sur la crise du Covid. Et donc, il est très important que nous en soyons bien conscients, que cela devrait en fait être ainsi. Si votre hypothèse ou votre thèse est donc que cela n'est plus garanti aujourd'hui, que même dans l'audiovisuel public, les gens craignent déjà d'être sanctionnés s'ils remplissent leur devoir, c'est-à-dire s'ils font un reportage critique, alors nous sommes en réalité déjà au-delà de ce qui devrait être acceptable dans ce pays. Je ne sais pas qui l'a remarqué, mais il y a eu, quand était-ce avant l'été, je ne sais plus exactement quand, en avril ou en mai, un appel de la part de différents employés de l'audiovisuel public qui ont justement signalé ce problème. L'audiovisuel public doit à nouveau remplir sa mission et nous payons les journalistes pour qu'ils soient critiques et s'ils le sont, ils ne doivent pas être, pour ainsi dire, punis ou sanctionnés pour cela. Mais il y a quelques cas emblématiques. Par exemple, Ole Scambrax, pour ceux qui voudraient chercher sur Google, travaillait à la Südwestern Funk et a ensuite écrit un texte sur Multipolar. Je n'en peux plus. Ce texte a été vu plus d'1 million de fois, c'est vérifiable sur Google. Et Ole Scambrax a ensuite dû, disons, quitter la Südwestern Funk. Il n'aurait pas voulu le faire, il a aussi 2 enfants. Et en ce sens, ce n'est pas une partie de plaisir, simplement parce que la plupart des gens peuvent être accrochés à cette question existentielle. C'est uniquement pour cette raison que nous avons eu les bouleversements que nous avons malheureusement connus, à mon avis, ces dernières années avec le Covid et la question de l'Ukraine. Et cela expliquerait que la fermeture de l'usine à consensus avec laquelle nous avons entamé cette conversation a déjà eu lieu depuis longtemps. Nous savons toutes déjà où se trouve le consensus dans cette République. Oui, donc en cas de doute, je vais le dire un peu simplement, je suis pour la cancel culture, je suis woke, je suis pour la protection du climat, pour les actions de collage pour le climat, pour Israël et pour l'Ukraine. Si je ne le suis pas, je suis déjà en dehors. Oui, si je dis que je voudrais poser quelques questions critiques, que je voudrais aussi remettre en question certaines données,
alors je suis déjà expulsée de l'usine du consensus. Mais il y a quand même une Sarah Wagenknecht qui reste présente malgré ses positions très controversées et qui n'est pas annulée. Pourquoi est-ce qu'on la traite avec des gants de velours en public? Eh bien, ce ne sont pas vraiment des gants de velours. Le titre du Spiegel en est un très bon exemple. En ce moment, le Spiegel titre Enfant terrible du système, avec une photo audacieuse de Sarah dans un joli costume. Le choix des photos est intéressant. On voit un peu de ventre, vous comprenez. Là, elle est tout de suite, je dirais, discréditée ou quelque chose comme ça. Elle tient un cocktail Molotov à la main avec l'inscription La briseuse de système en dessous. Je ne sais même pas, je n'ai pas encore vu le Spiegel au kiosque. Je l'ai seulement reçu. J'espère que la couverture est bien celle-là, enfin que c'est correct. Oui, je ne suis pas sortie depuis dimanche, en tout cas pas au kiosque, mais ça c'est vraiment une couverture. Et si vous regardez l'émission de Karen Miosga que nous avons vue récemment ou hier à ce sujet, si vous regardez ça, c'était, comment dire, une véritable inquisition. Ce n'était pas une interview de Karen Miosga avec Sarah Wagenknecht. Donc, Karen Miosga, je dirais, était dans la posture de l'inquisitrice qui, en quelque sorte, devait maintenant demander des comptes à cette briseuse de système, Sarah Wagenknecht, au nom de toute la presse dominante. Et à mon avis, Sarah Wagenknecht a reçu des questions qui étaient inacceptables et qu'un autre politicien n'aurait pas reçues. Pourquoi gagne-t-elle autant d'argent avec ses livres alors qu'elle dit toujours qu'elle est du côté des plus défavorisés de la société? A-t-on déjà demandé à Christian Lindner dans combien de conseils de surveillance il siège? Je n'ai encore jamais entendu qu'on ait demandé à Strack Zimmermann combien elle a gagné avec les actions de Rheinmetall et dans toutes les autres entreprises d'armement où elle siège dans les conseils de surveillance. Ça veut dire qu'on a vraiment essayé de mettre Sarah en difficulté. On lui a aussi reproché de ne pas vraiment se soucier des questions sociales. Donc, l'argument de Karen Miosga était: j'ai beaucoup cherché sur Google. Je n'ai pas vu une seule photo d'elle dans un hôpital ou une maternelle ou quelque chose comme ça. À cela, Sarah Wagenknecht a répondu: oui, je ne fais pas non plus ces visites mises en scène où je fais semblant de m'en préoccuper et où je vais à l'hôpital avec une troupe de photographes pour jouer la sociale. Moi, Sarah Wagenknecht, j'ai tellement de gens qui m'écrivent, qui m'abordent, par exemple les personnes à l'aéroport qui font la sécurité. Oui, ça veut dire que j'entends comment est la crise sociale dans le pays et cela lui a été complètement dénié. Je ne peux qu'encourager toute personne qui écoute cette interview et qui n'a peut-être pas vu l'entretien de Karen Miosga avec Sarah Wagenknecht à l'écouter, parce que c'était de l'inquisition. Et en ce sens, elle n'est pas traitée avec des gants de velours, mais on peut, je crois, ressentir presque physiquement l'irritation des grands médias face à Sarah, qui représente un vrai danger et une menace, et qu'il faut d'une manière ou d'une autre la discréditer. Et bien sûr, Madame Wagenknecht est très expérimentée. Oui, elle a 30 ans d'expérience politique, elle est habituée aux médias. Je ne veux pas trop insister, mais tout de même évoquer un peu le concept de la démocratie simulée. C'est de cela qu'il sera question dans mon prochain petit livre. Une démocratie, encore une fois, pour reprendre le terme de fabrique du consensus, vit aussi de la simulation de la contradiction. Parce que si Sarah n'était plus là, la fabrique du consensus, c'est le sujet de notre entretien, serait complètement verrouillée. On serait chez les Teletubbies. C'est titata partout la même chose. C'est juste parce qu'il y a une Sarah Wagenknecht qui est presque la seule encore connue avec un joli visage et elle attire l'attention dans les talk shows, oui, par sa manière calme de faire les choses. Donc c'est seulement parce qu'il y a cette personne que la République fédérale peut encore s'imaginer qu'il y a ici un débat controversé. Mais on voit aussi sans cesse que partout où Madame Wagenknecht est présente dans les émissions, il y a au moins 3 personnes qui l'encerclent, comme si elle était une sorte de briseuse de système, donc dangereuse pour la société. Oui, donc je ne pense pas qu'on la traite avec des gants de velours, mais cela devrait nous faire réfléchir que dans les talk shows, on n'est pas, par exemple, 3 personnes dans l'autre sens. Nous pourrions inviter plusieurs personnes, dont Monsieur von Donani, Günther Verheugen, Sarah Wagenknecht et Kiesewetter. C'est-à-dire que nous pourrions avoir un format de talk show où 3 personnes discutent de diplomatie et de qui a fait sauter le pipeline et Monsieur Kiesewetter serait en minorité. Cela changerait immédiatement notre perception, mais ce n'est pas le cas, car cela fait aussi partie de la construction du consensus.
C'est-à-dire qu'il existe déjà une image à l'avance, il y a les récits, et en conséquence, les invités sont sélectionnés de manière à ce que le récit soit confirmé à la fin. Madame Wagenknecht est actuellement la figure politique la plus intéressante et importante à bien des égards. Elle a maintenant un véritable levier politique grâce aux négociations de coalition en Thuringe et en Saxe, et certainement aussi dans le Brandebourg, oui, lors des élections actuelles. Elle est extrêmement intelligente et très éloquente sur de nombreux sujets. Et le fait qu'on doive, je le répète, encercler Karen Miosga dans chaque talk show, presque la contenir, et ensuite, je dirais vraiment la diffamer ou même la pousser personnellement dans ses retranchements. Combien avez-vous gagné avec votre livre? Et ainsi de suite. J'ai encore, si on faisait ça avec tout le monde, je serais d'accord. Mais alors, posons les questions à toute la fraction du Parti libéral-démocrate ou à tous les députés, peu importe qui siègent dans des conseils de surveillance, pour qu'on leur reproche aussi cela. C'est bien sûr diffamatoire excluant, donc elle est évidemment mise dans une certaine catégorie avec ça. Et maintenant, peut-être encore une fois, l'historisation de sa personne. Alors, regardons quel vocabulaire est utilisé ici. Il y a donc un député de la Union chrétienne sociale qui tweete maintenant Madame Wagenknecht est la matérialisation du pacte Hitler-Staline. Si ce n'était pas aussi absurde, on en rirait franchement. Quel est le lien entre la candidature de Madame Wagenknecht en 2024 ou son nouveau parti et le pacte Hitler-Staline? C'est absurde. En même temps, à l'occasion de l'élection et du succès de l'alliance Sarah Wagenknecht, cette vieille vidéo de Madame Wagenknecht datant d'après la réunification, je ne sais pas, 1990, 91 ou quelque chose comme ça, a refait surface. On y voit une très jeune Sarah Wagenknecht, probablement simplement perplexe en tant que jeune femme face à ce qui se passait, la République démocratique allemande qui se dissolvait et qui a pris position à ce sujet, racontant en fait son pays et disant qu'elle aimait son pays. Ça doit quand même être permis. Alors, imaginez maintenant, s'il vous plaît, que demain la République fédérale d'Allemagne s'effondre pour une raison quelconque. Et puis, 3 jours après, on vous demande quels étaient vos sentiments à cet instant. Et là, une jeune fille est assise et dit en fait, je trouvais ça plutôt bien ici et j'ai eu une belle enfance, et ainsi de suite. À qui veut-on vraiment faire dire quelque chose avec cette interview? Oui, voilà. Et puis tout à coup, il y a de telles insinuations, comme quoi, parce qu'elle a donné cette interview, Sarah Wagenknecht ne s'est jamais distanciée des atrocités de Staline. C'est tellement absurde. Donc la vraie question, c'est d'où vient cette stupidité grotesque de cette culture du débat que nous devons maintenant confronter Madame Wagenknecht aux atrocités de Staline, parce que nous n'avons rien d'autre à dire. On peut aussi le voir autrement et dire que c'est un immense succès pour Madame Wagenknecht, que nous devons maintenant l'attaquer avec de tels arguments, comme si nous n'étions pas capables de la critiquer intellectuellement, politiquement ou sur le fond de son programme. Il semblerait que nous en soyons incapables, donc il faut immédiatement évoquer Staline. Oui, ou par exemple, chez Karen Miosga, l'argument du culte de la personnalité a été fortement mis en avant. Il y aurait déjà des t-shirts et des tasses avec le portrait de Sarah Wagenknecht. Je peux seulement dire que le succès suscite la jalousie. Oui, alors qu'est-ce que Madame Wagenknecht peut y faire si d'autres personnes impriment maintenant son portrait sur des t-shirts ou des tasses à café? Apparemment, le BSW a essayé de reprendre cela en main pour que ce soit au moins homogénéisé et qu'il puisse avoir un peu de contrôle dessus. Donc que ce ne soit pas n'importe qui le fasse, mais que le BSW puisse au moins décider quel portrait va sur quelle tasse. Je trouverais ça très raisonnable. C'est sûrement ce que tout le monde ferait. Donc, si je voyais ici que toutes sortes de gens impriment n'importe quelle photo de moi sur des t-shirts, j'essaierais probablement aussi de dire, est-ce qu'on peut au moins faire en sorte que ce soit la même couleur ou la même photo? Oui, voilà. Ensuite, on accuse Madame Wagenknecht de culte de la personnalité, ne sachant pas gérer son succès. Voilà, et c'est justement là que réside le problème. Oui, on ne parle pas du succès. Je pense que si cela était arrivé à Madame Strack-Zimmermann ou à Monsieur Kiesewetter et que nous avions tous des t-shirts avec Monsieur Kiesewetter dessus, une grande partie des médias dominants s'en réjouirait probablement en disant que Madame Strack-Zimmermann et Monsieur Kiesewetter ont tellement de succès avec leurs arguments que, je dirais, la principale lobbyiste des armes de la République figure déjà sur un t-shirt.
Mais là, on ne parlerait pas de culte de la personnalité, on dirait probablement que ce sont des politiciens à succès. Donc à cet égard, les sémantiques que se passent autour de Madame Wagenknecht sont déjà très frappantes et cela montre plutôt que Madame Wagenknecht a maintenant un potentiel politique considérable et qu'avec tous les moyens de l'art et tous les moyens de la fabrique du consensus, elle n'est pas expulsée de cette fabrique du consensus, mais que la fabrique du consensus a besoin d'elle pour mettre en scène ces débats controversés. Madame Guéraud, quand vous envisagez les 3 à 5 prochaines années, voyez-vous des évolutions positives qui vous donnent de l'espoir? Toujours. Donc, je suis fondamentalement d'accord avec Hans Jonas, rêver, espérer, croire. Rêver, espérer, croire. Je pourrais faire tout un exposé là-dessus, mais on va éviter pour conclure. Mais le fait qu'en tant que société, nous nous soyons laissés enlever cela, rêver, espérer, croire, et que nous nous soyons réduits à une matrice où seules les données comptent, tant de données, la variole du singe ici, le coronavirus là-bas, et ainsi de suite. Donc il ne s'agit plus que de chiffres et de récits dystopiques. Le climat, tout cela, c'est en fait essentiellement un immense récit de crise. La pandémie et la prochaine pandémie est déjà annoncée, quoi qu'il en soit. Et tout est calculé, et tout est une simulation. Et si tu ne, enfin, comme si nous, en tant que citoyens de cette République ou citoyens de l'Europe, étions en principe une partie d'une simulation mathématique et que l'intelligence artificielle peut déjà calculer que ça ne va plus aller avec le changement climatique et que ça ne va plus aller non plus avec la variole du singe. Oui, c'est ça. Je pense que le plus fatal d'un point de vue anthropologique, c'est que nous nous laissions emporter, rêver, espérer et croire dans de tels discours. Nous savons, grâce à la neurologie, demander aux neurologues à quoi nous croyons vraiment. C'est un fait connu de tous. Nous avons besoin de récits. Toute l'histoire de l'humanité, que ce soit des contes très importants ou des légendes, autrefois dans la Grèce antique, un récit sur nous-mêmes, Roosevelt, New Deal, l'espoir, les utopies, Thomas More. Tout cela signifie que nous retirons la magie, la spontanéité et le mystère du discours, le rendant inconsistant. Mais surtout que demain peut être complètement différent de ce que nous croyons aujourd'hui. Parce que quelque chose peut surgir à tout moment dont nous ne savons même pas aujourd'hui que cela existe. Et que nous nous laissions enlever cela, c'est épistémique, donc du point de vue de nos structures de pensée, très problématique. Je pense que cela a aussi à voir avec ces appareils, parce qu'en quelque sorte, à travers les algorithmes et tout le reste, nous sommes guidés dans un monde de chiffres, de simulation et de plausibilité. Et c'est pourquoi je dis qu'il y aura beaucoup de choses positives dans les 2 ou 3 prochaines années, car ce que je remarque, c'est que moi aussi, j'ai été expulsée de l'usine du consensus et je peux seulement dire qu'il fait beau dehors. Dehors, il y a de nombreuses fleurs colorées et des gens très intelligents qui bâtissent déjà le monde de demain. L'usine du consensus n'a pas remarqué ce qu'il y a dehors, car leurs fenêtres et volets sont complètement fermés. Mais dehors, on fait pousser des fleurs colorées. Dehors, on construit le nouveau monde. Dehors, il y a des assemblées citoyennes. J'ai encore un autre livre, je vais le montrer à la caméra maintenant. Dehors, il y a l'Eurotopia, c'est l'annuaire de toutes les petites communautés autonomes en Europe. Ils pratiquent tous le slow food et n'utilisent pas de glyphosate. Donc, je pense qu'il y a un mouvement incroyable de nouvelles réflexions. Quel type d'éducation et de technologie souhaitons-nous? Internet, l'intelligence artificielle et la relation homme-machine font-ils partie de notre vision? Voulons-nous des codes barres partout, la liberté, quelle école, et ainsi de suite? Voulons-nous la guerre? Et je perçois un mouvement presque semblable à celui des fourmis, je ne veux pas dire souterrain, mais au sein de la société civile, où moi-même, après avoir été expulsée de l'usine du consensus ou licenciée de l'université, je vois tant d'agitation, tant de citoyens qui réfléchissent actuellement à quelque chose de nouveau, que je suis convaincue que c'est comme si la graine était déjà dans la terre, oui, et qu'elle allait percer la surface au printemps prochain. L'usine du consensus, au volet tiré, pense encore que nous accepterons sans broncher tout ce qui se passe, bien que cela ne soit pas encore évident. Et je crois que cela va se passer tout autrement. Je n'ai jamais vu autant de discussions animées dans la société qu'en ce moment. D'ailleurs, pas seulement ici, mais aussi en Espagne, en Italie et en France. Et donc, je pense qu'il va se passer quelque chose de nouveau et que ce sera bien.
Très bien. J'ai encore une toute petite question de la communauté. Comment pouvons-nous faire avancer les bonnes choses pour que les mauvaises deviennent sans alternative? Oui, de toute façon, sans alternative est un mot idiot. Donc, ce que nous pouvons déjà faire avancer, c'est simplement bannir ce terme d'absence d'alternative du discours. Oui, alors je vais citer Théodore Adorno parce que ce qui peut changer, c'est ce qui est, pas tout. Si ce qui est, c'est tout, alors nous sommes dans des structures totalitaires, sans possibilité de changement. Et c'est comme ça maintenant, parce que tu es là, tout est comme c'est. Nous n'avons plus besoin de politique. Ça, par définition, la politique consiste à proposer des alternatives. La situation actuelle n'est pas satisfaisante, nous allons procéder différemment. Nous ne voulons pas de guerre, nous voulons la paix, nous ne voulons pas de mesures contre le Covid, nous voulons la liberté, nous ne voulons pas de glyphosate, nous voulons, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc la politique porte sur les alternatives. Nous cesserons d'utiliser le terme sans alternative et de parler de complot, car ce dernier n'est qu'une déformation du mot supposition. J'aurais peut-être la supposition que c'est peut-être différent de ce qu'on m'a raconté. Et c'est cela la pensée critique, suivre la supposition et suivre la curiosité. Sans alternative et complot sont des termes employés par d'autres. Oui, et oui, exactement. Donc nous arrêtons déjà de parler de complot et d'absence d'alternative et nous faisons avancer les choses en ne nous épuisant pas sur ce qui est. J'ai aussi dû l'apprendre péniblement. Oui, on veut toujours convaincre les autres, on veut y arriver, mais c'est comme gratter un mur de béton avec un chat ou je ne sais pas, prenons une vitre et l'eau ruisselle dessus. Oui, oui, laissons donc ce mur là où il est. C'est vraiment un peu comme, comment on dit ça dans la Bible, celui qui se retourne devient la femme de Lot en statue de sel et celui qui avance, donc il ne faut pas regarder en arrière. Nous construisons simplement du neuf. C'était donc aussi ma décision personnelle de vie. Cela fait presque 2 ans que j'ai démissionné et maintenant je travaille uniquement sur mon European Democracy Lab où je fais la même chose qu'auparavant. Je reste impliquée en Europe avec un grand soutien de multiples invitations et de nouveaux livres. On voulait m'interdire de penser. J'ai refusé de me laisser faire. Je continue à réfléchir à l'Europe comme je l'aurais fait autrement, aussi à l'université, et je ne me fatigue plus avec la fabrique du consensus. Je pense que c'est l'essentiel. Construire le nouveau monde sans s'épuiser à combattre l'autre. Alors, soyons très précises. J'étais à l'université et j'aurais dû diriger un centre européen. Le centre européen Ernst Robert Curtius se trouve sur le site web de l'université de Bonn. Il est même écrit sur le site internet que ce centre européen doit repenser le rôle de l'Europe dans le monde au XXIe siècle, au-delà des paradigmes du XXe siècle. Ensuite, j'écris le livre de la fin de partie Europe, dans lequel je fais exactement cela. Je repense tout cela. Donc, j'imagine une Europe post-atlantique qui se réconcilie avec la Russie. Ça, c'est repenser les choses. J'ai suivi à la lettre les instructions du site web et pour cela, je suis renvoyée de l'université. Et puis, je me dis, bah, ce n'est pas possible. Donc, si on ne peut même plus réfléchir à l'université, alors je n'ai pas non plus à m'épuiser à l'université. Je veux être là où l'on peut vraiment penser différemment. Et c'est là que je suis maintenant avec mon European Democracy Lab. Donc la question c'est comment allons-nous de l'avant? Comment pouvons-nous progresser? Rien n'est sans alternative, rien n'est un complot. Les complots sont des suppositions que l'on explore par curiosité et nous construisons le nouveau monde sans nous épuiser dans l'usine du consensus. Je pense qu'elle va rouiller toute seule et finir par être démantelée, comme toutes les anciennes installations minières de la Ruhr. Merveilleux dernier mot. Un grand merci, docteur Guéraud. Je vous remercie.